Pour cette interview, nous allons voyager en Angleterre, située entre l'Écosse, l'Irlande et les Pays-Bas. Un pays de plus de 67 millions d'habitants, réputé pour sa famille royale. Héloïse a vécu 15 ans en Angleterre sur la période de 2004 à 2019. Elle va pouvoir nous raconter son histoire et son vécu. Bonjour Héloïse. Bonjour. Vous êtes chimiste de profession et vous avez vécu 15 ans en Angleterre. Pourquoi avez-vous choisi ce pays ? Alors, je suis allée en Angleterre. Au départ, c'était pas exactement le pays que j'avais choisi pour y rester. J'y suis allée pour faire ma thèse. Pour ma thèse, je me suis dit que ce serait une bonne chose de voyager et puis c'était a priori une durée limitée. Donc, normalement, 3 ans à peu près. Je voulais apprendre l'anglais et puis rester dans un pays pas trop éloigné de la France, mais en même temps qui soit pas la France. Et donc, je suis venue en Angleterre pour ma thèse. Et après ma thèse, mon premier travail, ça a été aussi en Angleterre parce que je l'ai trouvé grâce à des connaissances que j'ai faites à l'université. Et au final, je suis restée pendant 15 ans. Comment vous êtes-vous préparée afin de maîtriser suffisamment la langue pour être efficace dans votre travail ? Pour être prise comme doctorante sur mon labo, il fallait que je donne les scores que j'avais eus à des tests d'anglais, le TOEIC. Donc, ils savaient déjà que j'avais un niveau qui était adéquat, on va dire, pour venir. Avant d'aller en Angleterre, j'avais de toute façon passé 1 an en Inde où là-bas, je parlais aussi anglais. Donc, en fait, j'ai été assez vite mise dans un bain où je pouvais pas parler ma propre langue et ça m'a forcée à pratiquer l'anglais et à l'apprendre. Les Anglais roulent à gauche. Comment avez-vous vécu vos premières heures de conduite là-bas ? Ça a été un petit peu compliqué. J'ai eu du mal de toute façon à avoir mon permis de conduire, même en France. C'était pas forcément un talent inné. Au départ, quand j'ai commencé à conduire là-bas, j'avais amené une voiture française. Donc en Angleterre, le volant dans les voitures est de l'autre côté aussi pour s'adapter, que la voiture soit sur l'autre côté de la route. Donc au départ, je conduisais une voiture française qui était en plus pas adaptée à la route anglaise, mais par contre avec laquelle j'étais plus familière. Quand ma voiture était trop vieille et qu'il fallait la remplacer, je me suis dit que quand même j'allais acheter une voiture anglaise. Et à ce moment-là, j'ai repris des heures de conduite pour être plus à l'aise quand j'allais conduire. Et donc sur les routes, les panneaux sont à peu près les mêmes qu'en France ou vous avez aussi dû vous réadapter à ça ? Les directions en Angleterre, c'est très ésotérique. Les panneaux de direction, c'est le nord, le sud. Il y a un petit côté philosophique, mais quand on cherche son chemin, c'est pas toujours idéal. Au début, avant d'avoir un GPS, pareil, il a fallu que je m'adapte. En plus, les noms de villes qui sont très grands, ils les coupent. Par exemple, pour Nottingham, ils vont mettre Not et puis Gam, parce que sinon, ils n'ont pas la place de les écrire. Donc, je me suis adaptée et puis après, j'ai eu des GPS. Et là, par contre, c'est beaucoup plus facile. Les Anglais ont beaucoup de traditions et coutumes. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris à votre arrivée ? Une des choses qui était un petit peu différente, c'est que les Anglais, avec leurs amis, ils s'invitent pas les uns chez les autres. En fait, ils sortent ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont au pub ou dans un café. En France, moi, j'avais l'habitude que en fait, les gens, ils mangent ensemble chez eux. Et ça, ils le font très, très peu. C'est vrai aussi, il y a beaucoup de colocations, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas un très grand budget. Donc, c'est peut-être pas très propice à s'inviter les uns chez les autres. Donc, ils le font pas beaucoup. Un des clichés sur l'Angleterre est la météo. Fait-il vraiment si mauvais ou est-ce un mythe ? Un peu, mais moi, je viens de l'ouest de la France où il pleut aussi beaucoup, mais par contre, le temps est assez tempéré. Et donc en Angleterre, c'est un peu pareil. Il fait jamais extrêmement froid, mais il fait rarement très chaud aussi. Et c'est vrai qu'il y a les saisons, elles se fondent beaucoup plus. Ce qui m'avait surprise par rapport à la France, c'est que comme c'est un peu plus au nord, les jours en été sont beaucoup plus longs et en hiver, ils sont beaucoup plus courts. Sur un de mes premiers postes, j'avais pas de fenêtre là où je travaillais. Et donc, je pouvais arriver le matin, il faisait nuit. Et je repartais le soir, il faisait nuit depuis 4-5 heures. Voilà, les journées sont très courtes en hiver. En été, c'est agréable parce que par contre, on peut, s'il fait un peu bon, on peut sortir assez tard et on a de la lumière assez tard. La famille royale est très médiatisée dans le monde. L'est-elle autant dans le quotidien des Anglais ? Oui et non, c'est vrai qu'ils en parlent beaucoup, mais comme ça fait partie de ce qui est établi, ils n'ont pas
toujours autant besoin d'en parler. Ça fait partie de la vie, en fait. On le note moins, mais oui, effectivement, elle est très présente. Ça fait vraiment partie de la société. Au niveau gastronomique, beaucoup connaissent le fish and chips. Pouvez-vous nous citer 3 plats typiques anglais ? Alors les plats typiques anglais, en fait, c'est de manger indien. Ce qui est sans doute mieux parce que c'est vrai que la nourriture anglaise, on voit souvent des légumes un peu bouillis, ce genre de choses qui fait pas forcément rêver. Donc il y a les currys pour la nourriture indienne. Comme vous l'avez dit, il y a les fish and chips et c'est vrai qu'on mange aussi pas mal des hamburgers. En France, la retraite est un sujet sensible. Pouvez-vous nous parler du système de retraite anglais ? Oui, alors en Angleterre, ils ont un système de retraite semi-privé, c'est-à-dire qu'ils ont une retraite d'État comme nous on l'a, donc après plusieurs années de cotisation, mais par contre la retraite qu'ils ont maintenant n'est plus suffisante pour partir en retraite. Donc ça fait très longtemps qu'il y a des systèmes de cotisation semi-privés de retraite, donc en fait c'est obligatoire de mettre de l'argent sur notre salaire vers un fonds de retraite, donc privé. Et l'aide que l'État anglais nous apporte, c'est qu'en fait, il ne nous taxe pas sur l'argent que l'on met dans ces fonds de retraite. Par contre, la proportion du salaire qu'on décide de mettre, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a aussi des entreprises qui sont plus généreuses que d'autres sur la quantité qu'elles mettent sur le fonds privé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui et dans les prochaines années, les Anglais, il faudra absolument qu'ils aient cotisé sur des fonds de retraite, sinon ils ne pourront pas vivre leur retraite. Et donc en Angleterre, il n'y a pas de sécurité sociale. Pouvez-vous nous expliquer comment les gens se soignent ? Alors, je ne sais pas trop pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de sécurité sociale en Angleterre, parce qu'en l'occurrence, c'est un des pays qui est relativement généreux sur la sécurité sociale. Alors, c'est vrai que les soins dentaires, ça a toujours été très mal pris en charge, mais en fait, en Angleterre, quand on va à l'hôpital et quand on va chez le médecin, on ne paye pas. C'est gratuit. Il faut être inscrit évidemment sur le système de santé. On paye des impôts qui vont vers ça. Voilà, le médecin, c'est gratuit. Les ordonnances, donc les médicaments, il faut les payer. Mais moi, par exemple, il y a eu un moment où j'ai eu besoin d'être opérée. La seule chose que j'ai eu à payer, c'était le parking de l'hôpital. Sinon, pour les soins, c'était entièrement pris en charge. Après, ça ne veut pas dire que c'est le rêve non plus. Le fait que ce soit tout le temps gratuit, ça veut aussi dire que le système de santé décide de ce qui est nécessaire, de ce qui l'est pas. Évidemment, si on veut faire quelque chose qui n'est pas nécessaire, là, c'est la personne qui paye. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont aussi décider des traitements qui en valent la peine ou pas. Par contre, voir le médecin aussi, c'est pareil, c'est un peu difficile. On passe d'abord par des infirmières. Mais sinon, il y a un vrai système de sécurité sociale. Et c'était un des gros arguments par rapport à la campagne du Brexit, où en fait, la campagne qui était pour le Brexit avait comme argument que tout l'argent qu'ils donnaient à l'Europe, il valait mieux qu'ils le réinvestissent dans leur système de santé qui était déjà un petit peu mal en point. Et donc vous, avez-vous déjà rencontré des difficultés avec ce système de santé ? Pour la dentisterie, c'était un peu compliqué de trouver des dentistes parce qu'il y avait une pénurie de dentistes. Donc c'est vrai que je rentrais tout le temps en France pour me faire soigner. La dentisterie, c'était aussi semi-privé, donc ça coûtait assez vite, assez cher. Et puis donc cette fameuse fois où je me suis faite opérer, par contre, c'était une opération qui durait juste la journée. Donc en fait, je sortais de l'hôpital le soir, mais j'avais besoin d'être surveillée par quelqu'un 24 heures après mon anesthésie. Et donc si j'avais pas eu quelqu'un pour me surveiller, ils m'auraient pas opéré. Donc effectivement, c'était un peu compliqué, sachant que j'étais immigrée, c'est mes parents qui sont venus. Ils ont changé l'heure de l'opération à la dernière minute. Heureusement, mes parents étaient retraités parce que sinon, ça aurait été dur d'avoir l'opération. Nous savons que vous êtes parti à cause du Brexit. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors le lendemain du vote, j'étais assez choquée. Donc les Anglais, ils votent toujours le jeudi. Comme ça, c'est pendant la semaine de travail, ce qui fait que les bureaux de vote, ils sont ouverts tôt le matin et ils ferment tard le soir. C'est ce qui permet à tout le monde d'aller voter. Les résultats, on les a eus dans la nuit du jeudi ou le vendredi matin. C'est vrai que c'était un petit peu choquant de voir parce qu'un des thèmes principaux de la campagne Brexit, c'était aussi l'immigration. Tous les immigrés, ça ne nous donnait pas une impression d'être trop désirés et voulus dans ce pays. Et puis après, c'est vrai que le lendemain, il y a eu des réflexions, des comportements par certains collègues qui étaient un petit peu déplacés. Ça m'a assez déplu. Et puis aussi, les infirmières, elles sont toutes étrangères parce que pareil, il y a une pénurie. Il y a beaucoup de médecins qui viennent de l'étranger aussi. Et j'avais peur que le système de santé devienne plus trop efficace suite à Brexit.
Pour finir, avez-vous une anecdote à partager avec nous sur votre séjour en Angleterre ? Alors, j'ai pas de très grosse anecdote. C'est vrai qu'il y avait quelque chose qui m'avait un petit peu surprise au début, c'est qu'en fait, les Anglais, ils sont convaincus qu'en France, on mange toujours de l'ail, tout le temps de la cuisine à l'ail. Et c'est peut-être le cas pour le sud de la France, je suis pas tout à fait sûre. Moi, chez moi, on n'en mange pas du tout. Cette idée qu'ils avaient qu'on mangeait beaucoup d'ail, ça correspondait pas trop à ce que moi, j'ai vécu. Et justement, ça m'a surprise parce que quand on allait dans les pizzerias, eux, en entrée, ils demandaient tout le temps ce qu'on appelle du garlic bread. Donc, c'est en fait une espèce de pizza avec du beurre à l'ail. Et moi, j'en avais jamais mangé en France. En plus, c'est un petit peu bizarre de manger une pizza en entrée d'une autre pizza. Et je me suis dit, bon, quand même, c'est pas vraiment les Français qui sont obsédés par manger de l'ail. J'ai l'impression que c'est plus une habitude anglaise. Donc voilà. Merci Héloïse Reynard d'avoir répondu à mes questions sur l'Angleterre. Si nos auditrices et auditeurs souhaiteraient écouter cette interview, rendez-vous sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. Merci.